l'accélération, elle est là, la victoire d'Esteban Ocon aujourd'hui. Il a été énorme, Julien Alaphilippe, c'est bon, c'est gagné. C'est gagné, un Français en jaune. Allez, petit rouge sur un manche. On est célébrité. 23h minuit, c'est l'heure du Campus Sport Club. Bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver pour le Campus Sport Club, le talk show de Radio Campus sur 106,6 FM entièrement dédié au sport d'ici et d'ailleurs. Je suis Adrien Fedeli, nous voilà partis pour une heure d'émission jusque minuit tapante. Pour les non-initiés, je rappelle que cette émission est également écoutable en DAB+, et réécoutable sur campuslille.com, les aficionados le savent. Comme chaque mardi soir, me voilà bien entouré par des compères de renom, et je vais partir de ma droite pour cette présentation de ce tour d'équipe de la soirée. Dans le coin, très à droite, celle qui sera à la revue de presse dans quelques minutes, Léa Evrard. Bien le bonsoir. Salut. À sa gauche, poids indéterminé, taille indéterminée, titre autour de la ceinture, aucun. Mais assez de talent pour vous faire suer ce soir derrière votre poste, c'est Hugo. Salut, j'ai déjà une ceinture, c'est pas mal. Oui, et heureusement que tu l'as. Et oui, sinon on en verrait trop. Oui. Celui qui va me réchauffer tout au long de la soirée, son doux accent vous dira peut-être quelque chose pour ceux qui nous écoutent à nouveau. Pablo est de retour dans le CSC. Bonsoir à tous, bonsoir Adrien. Ça fait plaisir. On continue dans la catégorie hommes. À ma gauche, à présent, François est bien au studio ce soir, notamment pour les immanquables en fin d'émission. C'est ça. Salut François. On est bien là, bonsoir à tous. Toujours présent, toujours au rendez-vous. Et c'est elle dont tout le monde se méfie ici. Moi le premier, j'en ai peur. Redoutable au débat, terrible dans l'analyse qui suivra tout à l'heure. C'est Agathe à nos côtés. Bonsoir à tous, si vous avez raison d'avoir peur, j'ai beaucoup de choses à dire ce soir. Et comment ne pas finir par celui qui est derrière les commandes et ce soir en régie. Maël est très heureux de te revoir. Salut Adrien, salut à tous. Super, et merci à vous, à nouveau de m'accompagner ce soir pour une heure à parler et vivre sport. Je sais que je parle beaucoup, mais promis, après les news que je vais vous présenter, je laisserai soin à mon équipe de prendre le relais. Sans plus tarder donc, place au Flash Info, place aux news dans le CSC. Tout de suite, retrouvez le Flash Info, présenté par Adrien Fedeli. Et je comptais débuter par des news concernant évidemment le classico du Vélodrome. L'homme entré sur la pelouse à la 72e minute de jeu a été interpellé et interrogé par les forces de l'ordre. L'homme serait, d'après les infos rapportées par RMC Sport, un sans-papier et SDF de la région. Ceci pourrait jouer d'ailleurs en faveur d'une atténuation des sanctions potentielles qui planent autour du club phocéen. Lui qui a déjà un point de sursis suite aux incidents contre Angers. Avant donc une étude de dossier qui démarre dès demain et un verdict qui tombera début novembre. Et autre incident de Ligue 1, celui-ci à Geoffroy-Guichard, un chaudron un peu trop en ébullition qui sanctionne les Verts, un huis clos total pour la réception de Clermont le 7 novembre prochain, avant de voir les décisions qui seront rendues le 17 du mois. Plus lourde encore, peut-être. Un dernier mot de football, c'est l'ancien avocat de Diego Maradona qui a pris la parole dans le cadre de l'enquête sur la mort de l'ancien international et sélectionneur argentin. Il évoquait un traitement médical très mauvais qui aurait engendré sa mort. Tandis que nous approchons du premier anniversaire de sa disparition, El Pibe del Oro, qui aurait eu 61 ans ce samedi, aura un match hommage. Et oui, Barcelone et Boca Juniors, ses anciens clubs, s'affronteront le 14 décembre prochain à Riyad, en Arabie Saoudite. Information tombée à présent aujourd'hui, Antoine Dupont va être, le temps des matchs tests d'automne du 15 de France, le nouveau capitaine. L'absence de Charles Olivon a engendré ce choix du côté des dirigeants français qui ont une confiance indéfectible envers le joueur. 3 matchs pour les Bleus. Notez bien, d'abord l'Argentine au Stade de France le 6, puis la Géorgie à Bordeaux au Matmut Atlantique le 14 novembre, et enfin le choc face à la Nouvelle-Zélande, également au Stade de France le 20 novembre. Toujours l'équipe de France, mais cette fois-ci du côté de la petite balle jaune. Hier, Sébastien Grosjean a dévoilé les 5 noms retenus pour la Coupe Davis le mois prochain. On notera l'absence de Gaël Monfils et l'arrivée du nouveau venu, Arthur Rinderknecht, j'espère bien le dire, âgé de 26 ans et 72e mondial à l'ATP. Complète la liste Hugo Humbert, Richard Gasquet, Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert. Début de la compétition le 25 novembre en Autriche à Innsbruck. De la moto maintenant, retour rapide sur le sacre de Fabio Quartararo à 22 ans qui devient le premier Français de l'histoire champion du monde de la catégorie grâce à une course
au Grand Prix d'Émilie-Romagne. L'Italie, terre aussi du sextuple champion du monde Valentino Rossi, qui a fait ses adieux au public. Le plus titré de la compétition raccroche à la fin de la saison après 20 années passées au plus haut niveau. Et pour conclure, je vous donne le chiffre du jour, 1,5 million de dollars. C'est dimanche le prix auquel s'est vendue une paire de chaussures portées par Michael Jordan en 1984. Ça commence à dater, nous n'étions absolument pas nés. Des Nike Air Chips vendus pour une somme record lors d'enchères à Vegas. Et l'été dernier, une autre paire s'était vendue, elle, seulement pour 615 000 $. De quoi noter un plein boom dans la vente des biens sportifs. Voilà, c'est ainsi que je conclus ce segment en faisant un retour sur l'actualité. J'espère que vous êtes toujours là. Et parce que ce n'était qu'un échauffement, tout de suite, j'invite Léa et sa revue de presse à prendre le mic, comme on dit. Des infos toutes chaudes, des unes pétries d'humour, de tour d'Europe, de la presse sportive, c'est maintenant dans la revue de presse du campus. Et Léa, pour commencer, tu souhaitais revenir sur la une du quotidien espagnol, Marca. Oui, bonsoir Adrien. Alors dans l'actualité de ces derniers jours, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de football et c'est peu dire. En effet, en ce début de semaine, les plus grands journaux sportifs européens dédiaient presque tous leur une aux Clasico qui ont eu lieu samedi et dimanche dernier. Pour rappel, le Clasico, c'est un nom d'origine espagnole que l'on donne au match qui oppose les deux plus grandes équipes de football du pays. Le Real Madrid contre le Barça en Espagne, l'OM contre le PSG en France ou encore Manchester United contre Liverpool en Angleterre. Sinon, revenons-en aux faits. En Espagne, selon le journal Marca, c'est donc le Real Madrid qui s'est montré létal, que l'on traduit ici par mortel, face au Barça. 2-1. Le Barça, qualifié de fragile par le journal, n'a pas fait le poids face à la fougue du petit nouveau, le défenseur autrichien David Alaba, qui confirme ses premiers mois convaincants au sein du club. C'est Lucas Vázquez qui confirme la victoire avec un deuxième but marqué dans le temps additionnel. Los Culés, comprendre les Barcelonais, dehors de l'Europe, sous-titre le Marca. En France, en revanche, c'est un classico sans étincelle, selon l'édition d'hier du journal Aujourd'hui en France, qui a eu lieu entre l'OM et le PSG ce dimanche. Ce match engagé mais pas spectaculaire a réuni 65 121 spectateurs au stade Vélodrome, record d'affluence de cette saison. Ce duel particulièrement attendu en 11e journée de Ligue 1 s'est finalement conclu sur un nul et a malheureusement été entaché par quelques incidents, un carton rouge pour Hakimi à la 57e minute, des jets de projectiles contre Neymar lors d'un corner en première période, ainsi qu'une intrusion sur la pelouse à la 72e. Enfin, en Angleterre, c'est l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer qui est sur la sellette, après l'humiliation des Red Devils face à l'ennemi juré Liverpool, 5-0, dimanche 24. Le tabloïd anglais parle d'une succession à l'heure où la question d'un possible licenciement du Norvégien est sur la table. Toujours selon The Sun, plusieurs plans de départ ont été envisagés. Zidane et Conte ont même été sondés quant à leur potentiel intérêt à reprendre l'équipe en main. Le quotidien The Guardian, quant à lui, n'insiste pas sur les déboires de l'entraîneur, mais plutôt sur l'infériorité numérique de Manchester sur les 30 dernières minutes qui aurait contribué à sa défaite. Un peu de moto maintenant parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. Un exploit historique a eu lieu selon le journal L'Équipe ce lundi. En effet, à seulement 22 ans, Fabio Quartararo est devenu le premier Français champion du monde du MotoGP dans la catégorie Rennes. Le pilote particulièrement ému après la conquête de ce premier titre a eu du mal à s'exprimer devant les micros des journalistes. Il réalise ce qu'il dit être son rêve de gosse. Un avenir brillant et prometteur qui s'annonce pour le pilote de Yamaha. Enfin, pour clore cette revue de presse un peu de rugby, hier le journal Midi Olympique titrait sa une seule au monde, en référence au Stade Toulousain qui a écrasé ses voisins castrés 41-0 lors de la 8e journée du top 14. Le Stade Toulousain qui se maintient donc seul en tête du classement avec 31 points suivi de Bordeaux-Bègles avec 28 points. Mais cette une nous pousse également à lire entre les lignes. En effet, sur la photo en une du journal, on peut voir Antoine Dupont, capitaine du Stade Toulousain, qui a mené les siens à la victoire et qui a été désigné pour reprendre le capitanat du 15 de France en l'absence de Charles Olivon blessé. Mais on aperçoit aussi en arrière-plan Romain Ntamak qui s'illustre par ses belles prestations depuis le début de la saison. D'ailleurs, la une de l'équipe de ce matin le mettait en avant aux côtés de Mathieu Jalibert, tous deux plébiscités pour rejoindre le 15 de France. Pourquoi choisir, titre le journal ?
Entre deux mastodontes du rugby français qui occupent le même poste, la question qui se pose est: n'est-il pas possible de les rassembler pour composer une équipe encore plus solide et performante ? Garder Jalibert en demi d'ouverture et replacer Ntamak en 12 semble être une option intéressante. Et j'en ai fini avec cette revue de presse. Et un grand merci Léa pour ce récap des unes d'ici d'ailleurs. Et après tout ce blabla, marquons une petite pause musicale avec celui qui est à nouveau Cocorico, le top DJ mondial David Guetta. Un petit retour en 2014 avec son son Dangerous, c'est tout de suite. Et après, ce sera les résultats et un retour sur le classico français. Take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Ooh, and I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar. Yeah. And I just got that feeling, sugar. Yeah. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. De retour pour poursuivre dans le Campus Sport Club sur Radio Campus. Après les informations principales et les retours de la presse, après un week-end, il faut dire chargé, place maintenant aux résultats de Hugo. J'invite Maël à lancer le jingle. Et tout de suite, retrouvez les résultats sportifs de la semaine. Et Hugo, tu as décidé de nous sélectionner quelques performances du week-end, en retour rapide. Par quoi souhaitais-tu démarrer ? Alors, petite sélection effectivement personnelle. Alors, l'information, pour moi, le résultat de la semaine est sans aucun doute le sacre en MotoGP de Fabio Quartararo, qui est rendu exceptionnel par le fait, comme Léa l'a dit précédemment, qu'il s'agit du premier titre français dans la catégorie Rennes, qui existe quand même depuis 1949. C'est dire à quel point on l'attendait depuis un moment. Le pilote niçois s'octroie donc sa première couronne avec quand même 5 victoires et 10 podiums cette saison au terme d'une course folle en Émilie-Romagne sur les terres de Valentino Rossi, qui terminera sa carrière après cette saison-ci et qui du coup faisait des adieux déchirants à son cher public italien. Parti 15e, Fabio Quartararo est remonté petit à petit tout au long de la course de façon très spectaculaire. Il a été
évidemment bien aidé par la chute de Bagnaia, son rival au championnat, qui menait la course depuis le début et qui a été poussé à la faute par Marquez, qui, par la même occasion, s'est imposé. Bref, il y a tant de choses à dire sur cette saison qu'on pourrait en faire une série, par exemple, je sais pas, moi, en plusieurs épisodes, pour retranscrire les rebondissements. Ça ne ferait pas écho du tout à ton papier sur Drive to Franchement, Survive. Franchement, je pense que tu as un truc. Bref, tout ça pour dire que je suis très content de ça, évidemment, et que on attendait ça depuis très très longtemps et que ça aura mis évidemment du temps, mais au moins c'est fait. Donc pour moi, c'est vraiment l'élément le plus important de la semaine qui s'est déroulé. Est-ce qu'il arrivera, à votre avis, à faire le doublé l'année suivante ? Ah oui. Il a toutes les armes. Ah oui. J'ai plein d'arguments en plus pour soutenir cette thèse. Ah bah c'est bien, on l'espère. Cette thèse. C'est une thèse. Ensuite, donc on va rester sur les sports motorisés. Du côté de la Formule 1, c'est Max Verstappen qui s'est imposé devant Lewis Hamilton sur le circuit d'Austin aux États-Unis, sur les terres de personne, parce qu'il n'y a pas d'Américains en Formule 1 depuis 2015. Le pilote néerlandais est toujours en tête du championnat et a augmenté de peu sa déjà courte avance sur le septuple champion du monde et lui a mis au passage un petit coup au moral avec cette victoire tout en maîtrise. Bref, on ne cesse de le répéter, cette saison va nous tenir en haleine jusqu'au bout. Ça mise sur qui là pour la fin ? Verstappen. Ouais, je pense qu'il est bien parti. Ouais. Il a mis un petit coup, comme tu as dit. Ouais, il a mis un petit coup au moral. Hein. C'est vrai qu'ils ont un peu la chance, contrairement aux autres, de ne pas avoir beaucoup d'incidents techniques. Oui. C'est ça qui a l'impression qu'ils sont bénis, ces pilotes-là. Il leur arrive jamais rien. Ouais, et puis la chance des champions. Verstappen a changé ses moteurs déjà. Les circuits qui arrivent sont plutôt typés Red Bull, comme Austin d'ailleurs. Donc c'est plutôt en sa faveur. On va faire un petit mot de ballon rond, de football. On va retourner sur cette planète-là. Je ne connais pas cette discipline. Je vais te la présenter, c'est génial. Ce week-end a été, comme on l'a déjà dit, celui des très grosses rencontres, des classicos. En Angleterre d'abord, Manchester United s'est fait humilier, étrier par Liverpool 5-0 dans un derby d'Angleterre à sens unique, c'est le cas de le dire. Match qui nous a surtout prouvé que Ronaldo était un peu au-dessus des lois aux yeux des arbitres anglais. On revient sur ce coup de pied ? Petite balayette. Pour moi, il y a rouge. Je pense que c'est indiscutable. Ah oui, c'est indiscutable. Je regardais le match avec un ami, on était en train de se marier, en train de dire heureusement qu'il touche le ballon. Il touche le ballon, monsieur l'arbitre. Ah, mais s'il touche pas le ballon, c'est rouge sans discussion. Suspension à vie, mais après, Ronaldo, peut-être même pas. Mais Non, mais oui. Non, mais c'est vrai que c'est assez incroyable quand même. Il aurait peut-être mieux fait de sortir, en fait, finalement, vu la claque qui s'est pris, pour pas dire un autre mot, mais vraiment, moi, ça m'a fait mal au cœur. Il a presque redonné de l'espoir, mais un but hors jeu. Ouais, non, mais c'est ça, c'était vraiment horrible. C'était vraiment horrible, ce match. Du côté de l'Espagne, le Classico a donné comme vainqueur, comme on l'a dit, le Real Madrid, qui s'est offert un Barcelone peu intéressant, clairement, comme un peu depuis le début de cette saison, au final, qui pointe seulement à la 9e place de la Liga. Est-ce que vous voyez, je me permets de faire ta relance, parce que j'avais déjà une question là-dessus, est-ce que vous voyez le Barcelone remonter en fin de saison, ou est-ce que vraiment, là, on est quasiment à la moitié, finalement ? Est-ce que c'est pas un peu cuit pour eux ? Non, et c'est pas la faute de Koeman. Oh là là, c'est l'indicateur. Je pense que contrairement à ce que tout le monde dit, le Barça a l'effectif pour jouer le top 5 en Liga, mais pas beaucoup plus haut. D'accord. Je pense que ils ont perdu Messi, qui était à peu près la seule personnalité à savoir jouer au foot dans leur équipe, peut-être à part Pedri, mais ils construisent sur de bonnes bases quand même. L'arrivée de Koeman a fait du bien. On voit déjà des préceptes qui sont mis en place, même si évidemment c'est pas toujours flamboyant pour l'instant, mais je suis sûr qu'ils y arriveront. Puis mis sur la jeunesse. Évidemment. On verra si c'est un pari gagnant à long terme. En France, c'était aussi l'occasion de voir le match le plus chaud de France après le derby, Rhône-Alpin, dont je suis un fervent défenseur, vous comprendrez pourquoi. Mais je laisserai le soin à Agathe et Pablo de nous en dire un petit peu plus tard sur cet événement qui leur est ô combien important. Normalement, il ne devrait pas y avoir de blessés, on les a mis exprès chacun d'un côté de la table. Gare à ceux qui se trouvent au milieu quand même. Toi, en l'occurrence. Moi, en l'occurrence, effectivement. J'ai respecté distanciation physique. Et aussi, en cas de jet d'armes ou jet de bouteille d'eau, j'ai tout prévu. Non, je suis venue non armée, je suis venue en paix, vraiment. Nous sommes pacifiques ce soir. Oui. Tant mieux.
On va rester en France et je ne reviendrai pas évidemment sur la défaite de Lyon à Nice 3-2 à la mode de Galtier dans une rencontre renversante, c'est le cas de le dire, puisque les Lyonnais menaient 2-0 et puis se sont fait reprendre et puis mener à la fin, alors que les Gones avaient séduit en Europa League jeudi dernier contre le Sparta Prague dans un match qui était plutôt séduisant et qui m'avait rendu plutôt content, je dois le dire. Et petite news de dernière minute, un match vient de se terminer, l'AC Milan face au Torino, Giroud marqueur et seul marqueur d'ailleurs de cette rencontre, 1-0. Hey. Encore un signal qu'il envoie peut-être à Didier Deschamps. Est-ce que vous le voyez se faire resélectionner ou pas, Giroud? Peut-être. Il serait bête de pas le faire. Enfin, après, c'est Didier Deschamps, je vais pas dire que je suis plus intelligent que lui, mais il serait bête de pas le faire. Il fait des efforts et il est fort. Pour moi, voilà. Peut-être comme un dernier tour d'honneur. Enfin, tu sais, le 23e sur la liste. Ouais. S'il y a des attaquants blessés, t'hésiteras pas, quoi. Je pense. Par contre, tu nous as pas dit un petit mot sur Kadewere, je comprends pas. Qui ça? Je sais pas, t'as été passé assez vite. Note de 1 dans l'équipe, me semble-t-il. Mais je comprends pas, t'as pas un truc à nous dire dessus. Mais si, mais il revient de blessure depuis longtemps, oui, on l'avait pas vu, j'avais oublié complètement. J'annonce qu'il y aura sûrement un quiz un jour sur les 1 ou les 10 donnés par l'équipe. Ça peut être très drôle, ça. Parce que lui, j'ai juste envie de le caler un jour. Ah, tu peux. Non, mais, je vais jubiler. Enfin, un petit mot de rugby, très très rapidement. En top 14, Léa l'a dit, Toulouse a fait honneur à son statut de favori et a étrié Castres 41-0. Je me mets un petit peu à la place des Castrais quand même. 80 minutes sans marquer le moindre point, ça doit être laborieux. À noter aussi quand même que les États-Unis ont marqué leur premier essai cette semaine face aux All Blacks. Le premier essai de leur histoire. Alors ils se sont fait déglinguer, je veux dire, le score, je suis désolé, j'ai pas le score en tête, mais ça dépasse les 60 points et ils en ont marqué les Américains que 13 je crois de mémoire, mais ils ont marqué le premier essai de leur histoire face aux All Blacks et c'était en soi déjà rien qu'une victoire pour le public américain. C'est un peu les îles Féroé du rugby. Un petit peu effectivement. Le Saint-Marin. Pour revenir sur le top 14, je voulais quand même revenir sur une des rencontres, c'était le Racing 92 face à Montpellier. Les Montpelliérains ont battu le Racing 92 qui fait partie des clubs quand même qui voudraient se battre pour le titre. Montpellier ont un petit peu mis des bâtons dans les roues dans le projet du Racing et ça relance un petit peu le milieu de tableau et ça va être une très bonne course qui va s'annoncer jusqu'à la fin de la saison là. On va attendre la mi-saison puis après je pense que ça va devenir très très intéressant aussi. Un grand merci à Hugo puis après à vous tous pour avoir pris la parole. Il y avait de quoi dire ce soir. Et c'est une première dans le CSC puisque j'introduis tout de suite la rubrique analyse. Une Titi parisienne et un Fada phocéen ont décidé de revenir sur le choc de cette 11e journée de Ligue 1. Tout de suite, retrouvez Agathe et Pablo pour l'instant analyse de la semaine. Et pour démarrer cette joute, pardon, excuse-moi, je voulais t'introduire. Excuse-moi, j'allais dire, pour démarrer cette joute, Agathe, à toi l'honneur de commencer. Oui, bon, je vais y aller doucement quand même, parce que voilà, on est à 1 heure de grande écoute. Donc l'ambiance était à son comble hier soir au stade Vélodrome de Marseille, puisqu'on a vu un magnifique tifo de la part des supporters, des travées pleines qui chantent sans interruption. C'était le match parfait pour finir en beauté cette belle journée de foot, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, l'autre Classico en Espagne et deux gros chocs en Italie et en Angleterre, plutôt dans la journée. Et en plus, pour bien enfoncer le clou de l'excitation, donc Julien Brun, qui était aux commentaires sur Prime Video, nous annonce une stat magnifique, une stat alléchante sur les 10 derniers classiques entre l'OM et le PSG. La moyenne de buts était de 3,7 par match. Alors, on attendait beaucoup de cette partie. Mais bon, rien à faire. De mon côté, après m'être arraché les cheveux plusieurs fois sur le jeu proposé par le Paris Saint-Germain ces dernières semaines, j'avais du mal à m'imaginer une telle farandole de buts. Je sais pas pourquoi. En essayant de me rassurer, je me suis dit c'est peut-être aujourd'hui la révélation de Pochettino, peut-être qu'aujourd'hui, dans un match aussi important, il aura trouvé comment donner une âme à son équipe de stars. Et oui, Agathe, tout était réuni pour qu'on passe tous une superbe soirée. Forcément, l'un d'entre nous aurait moins bien dormi que l'autre en fonction du résultat, mais ça s'annonçait passionnant. La saison marseillaise, quant à elle, débute très bien et a ravivé la flamme de tout un peuple qui ne demandait depuis des années qu'à pouvoir aimer son équipe. Malgré quelques matchs où l'OM semblait légèrement emprunté devant, le groupe est prêt, à l'image d'un Guendouzi qui annonçait la semaine dernière être sûr de remporter les 3 points.
Et la composition du PSG est quant à elle franchement impressionnante. Les 4 fantastiques, comme on les appelle maintenant, menaçaient la défense de Marseille. On a quand même Mbappé, Neymar, Messi, Di Maria, qui étaient réunis en attaque pour la 3e fois en Ligue 1. Derrière, Verratti et Danilo surveillent la défense, composée de Marquinhos et Kimpembe dans la charnière, Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche. Face à l'armada parisienne, Sampaoli peut compter sur son groupe au complet et aligne ce qui semble devenir son 11 type. Dans les buts, Pau Lopez, auteur de deux très belles performances dernièrement, devant lui, une défense à 3 qui ne cesse de nous épater avec Luan Pérez, Tchaleta Tsar et Saliba. Dans le rôle hybride de latéral droit et milieu de terrain, Valentin Rongier. Au milieu, toujours, ce sont Guendouzi et Bouba Camara, très bons depuis le début de saison, qui sont choisis par Sampaoli. Lirola, à droite et Under à gauche, seront chargés d'animer les ailes marseillaises. Positionné en numéro 10, Dimitri Payet devra alimenter un Arkadiusz Milik qui ne semble pour l'instant pas avoir retrouvé son véritable niveau. Et on va attaquer direct l'analyse de ce match avec le premier temps fort. Donc le premier but marqué de la partie, ça aurait été par un Marseillais. Et oui, énorme surprise, mais contre son camp. Donc c'est sur une belle perte de balle de Guendouzi qui s'est ensuite rattrapé donc en faisant un super match pour un peu le rattraper. Di Maria peut lancer Neymar qui se retrouve avec tout le temps du monde pour centrer. Et à la réception, c'est Luan Pérez qui vient gentiment, on lui avait pas demandé, mais gentiment, il vient pousser le ballon dans le but. Mais la joie des Parisiens est coupée court par cette VAR qui dénonce le hors-jeu du Brésilien. Rapidement, l'OM réagit. Suite à une récupération haute, Camara lance idéalement Lirola dans le dos de Mendes. L'Espagnol centre fort au point de pénalty pour trouver Milik qui crucifie Keylor Navas. Le Vélodrome entre en éruption, tout un peuple y croit encore plus qu'au coup d'envoi. Ça y est, c'est cette année, 10 ans qu'on les a plus battus chez nous, mais cette fois, ils vont voir. Malheureusement, là encore, Benoît Bastien est rappelé par la VAR et le but est refusé pour un hors-jeu léger de Lirola. C'était le même hors-jeu que celui de Neymar. Mais dans le jeu, sinon, une chose saute aux yeux côté parisien, enfin de mon côté en tout cas, c'est tout ce que j'ai vu, pas assez de fluidité, pas assez de vitesse, et surtout trop de contrôle de la part de Neymar et Mbappé, même si on sent qu'un petit effort est fait à ce niveau-là de la part du Brésilien. La défense marseillaise, elle surfe sur la vague et reproduit ce qui marche bien en ce moment contre ce PSG-là, c'est-à-dire une défense hyper resserrée, réactive, qui empêche les attaquants de faire leur petit gris-gris. Il faut dire que c'est pas obligé, aux Parisiens, il faut leur dire, c'est pas obligé de rentrer avec le ballon dans le but pour marquer. Mais bon, de l'autre côté, Pablo va nous le dire, c'est pas glorieux non plus. Il est vrai que du côté marseillais, c'est pas vraiment aussi séduisant que d'habitude. Si l'engagement est présent et les transitions rapidement jouées, l'équipe n'en reste pas moins positionnée plus bas qu'à l'accoutumée et subit plusieurs situations dangereuses lorsque les Parisiens lancent Di Maria, Mbappé ou Neymar dans le dos de Rongier et Luan Pérez. Malgré un pressing globalement mauvais de la part du PSG, l'OM ne parvient pas à développer son jeu et les sorties de balles ne sont pas suffisamment tranchantes. À la mi-temps, l'OM ne domine pas, alors que le PSG n'est clairement pas flamboyant. Et la deuxième mi-temps, c'est déjà le début de la fin. Le PSG perd Verratti, encore souffrant à la hanche, qui sort sur une énième blessure. Puis Hakimi se fait exclure sur un contre marseillais. Il pousse Under juste devant la surface, offrant un magnifique coup franc aux Marseillais, mais surtout une supériorité numérique. Et pour remuer le couteau dans la plaie, on assiste aussi à ce sublime remplacement de la place de Pochettino, qui pour le coup n'y peut rien. Il sort Di Maria et fait rentrer Kerrer. C'est un moment assez difficile pour tout amateur de football. Mais bon, on n'y peut rien. Et sans grande surprise, l'Allemand va produire ce qu'il a l'habitude de faire et il va laisser de magnifiques opportunités aux Marseillais, se faisant notamment bouffer par Konrad de la Fuente, rentré à la 70e. Là encore, malgré des espaces laissés par le PSG, l'OM domine mais n'asphyxie pas son rival parisien qui ne semble demander que ça. Suite au carton rouge d'Hakimi, le bloc marseillais est plus haut et le pressing plus efficace. Mais à noter tout de même une perte de régime sévère autour de la 75e, pendant laquelle l'équipe laisse bien trop longtemps la balle aux Parisiens. Une baisse de régime si importante que l'intervention d'un supporter sur le terrain lors d'une contre-attaque parisienne semble arriver au moment idéal pour empêcher l'OM d'encaisser un but. Adrien nous l'a dit tout à l'heure, on a retrouvé cet homme, il est sans papier, régularisons-le, faisons-lui une statue, chevalier de la Légion d'honneur, il est là, le véritable héros de ce classique. C'est le meilleur défenseur, Marc. Exactement. Les rentrées de Bamba Dieng, de Gerson, de Konrad de la Fuente, quel plaisir de dire ce nom toujours, apportent du sang frais à un OM qui en avait bien besoin. Ces changements font de l'OM l'unique dépositaire du ballon pour les 10 dernières minutes. Mais malgré des occasions très dangereuses, comme une tête de Rongier qui passe à côté, ou encore Konrad qui manque son contrôle seul face aux cages et permet à Paris de sortir de ce match sans but encaissé. C'est donc la fin d'un match qui n'a pas du tout tenu ses promesses. Ils sont où nos buts, notre spectacle? Pour pousser un petit coup de gueule personnel, je vais revenir un petit peu sur les déclarations de Mauricio Pochettino à la fin du match. Le coach argentin, au micro de Prime Video, nous explique qu'il est satisfait du résultat, qu'il trouve même, et je cite, que l'équipe a joué avec style.
Alors moi, je trouve que c'est impensable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un coach avec à sa disposition une telle armada offensive est content de mettre 0 but à Marseille, qu'il est content de voir que ses joueurs ne se trouvent pas, que Messi n'est clairement pas dans une position qui lui est favorable, que ses attaquants se marchent limite dessus. La question devient urgente pour Pochettino. Il est urgent de trouver un vrai style de jeu, un vrai système qui marche à cette équipe. Les résultats positifs du Paris Saint-Germain, c'est en grande partie des cache-misères, des leurres, car le niveau du PSG a rarement été aussi bas depuis l'arrivée des Qataris. Pablo, mon cher ennemi, on est bons amis après ce match parce que nos équipes nous ont tous les deux déçus. Et je te laisse dire le mot de la fin. Et oui, cet OM PSG était attendu de tous, tu l'as dit, c'est un euphémisme que de dire qu'il n'a pas répondu à toutes nos espérances. Entre un PSG timoré et un OM souvent trop attentiste, le classique de cette année ne restera sûrement pas dans nos têtes pendant longtemps. À l'instar du fabuleux 2-2 lors du premier OM PSG au Vélodrome, auquel participait l'OM du prophète Marcelo Bielsa. Ce classique m'aura au moins permis de trouver mon nouveau fond d'écran avec ce sublime tifo développé sur l'ensemble du virage sud du Vélodrome. Sur 2 grandes banderoles, 2 phrases règnent en maître. Nous sommes l'armée des Marseillais et rien ne pourra nous arrêter. Un tifo associé à un impressionnant craquage de fumigène. À défaut d'un match éblouissant, le 12e homme marseillais aura pour sa part fait le travail et montré pourquoi l'ambiance volcanique du Vélodrome est connue dans toute l'Europe. Et un grand merci à vous deux pour ce bon petit moment très très divertissant, je trouve, en studio. Et sinon, Agathe, juste un point, tu as parlé de la blessure de Verratti. Est-ce qu'on a des nouvelles du milieu de terrain italien ? Alors oui, mon cher Marco Verratti, qui s'est encore blessé, donc il va être indisponible pendant 4 semaines. Donc voilà, lui qui a l'habitude de finalement ne pas jouer, comme ça il sera conforté dans ses petites habitudes. Je l'adore, mais ça commence à faire beaucoup. Et sachant que c'est vraiment presque la plus-value. Déjà, sans Verratti, Avec Verratti, c'est compliqué. Sans Verratti, je trouve que c'est... Non, ça va être très difficile. J'ai très peur. Très bien. Merci encore. Et voilà venu l'heure d'un second intermède musical. J'ai bien fait les choses. Enfin, je pense. Puisque suite à cette analyse Marseille-Paris, lançons de ce pas une chanson d'un phocéen de naissance. Je vous propose Soprano et Fresh Prince. Et tout à l'heure, vous aurez le côté parisien, bien sûr. Jeffrey! Je débarque dans le club accompagné de mes thugs. La classe de Brad Pitt, normal que ta femme me bug. Je marche qu'avec les vrais, ouais, je marche qu'avec les bestes. Y'a qu'à l'époque de Chris Cross qu'on a tourné la veste. Le DJ met mon son dans la boîte, c'est le zbeul. Un mec me prend la tête, un mec veut se faire du buzz. Mec, si tu ne sais pas boire, ne t'approche pas de moi. Ma CQC, j'ai fait tout pour tailler ta gueule de bois. Bref, nous compare pas au reste. Ils sont devenus célèbres comme la femme de Kanye West. Chez nous on fait des i depuis l'époque de la marelle. Oui je sais je vieillis pas, on m'appelle Sopra Farel. Ils se prennent pour Barcel, Stringer Bell. Quand ils prennent le micro j'entends Jingle Bells. Nous on brille sans l'aide de EDF. En boîte avec des lunettes à la Michel Polnareff. Yeah. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, 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 en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la cartonne, danse à la cartonne, danse à la cartonne, danse à la cartonne, yeah. Danse à la cartonne. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Débarque dans le VIP, stylé comme Fresh Prince. Une arrivée royale comme Eddie Murphy dans le Queens. Convoité comme un Brinks, tous les yeux sur ma sape. Quand t'es sapé comme sur Arte, donc normal qu'elle te zappe. J'entends des mecs qui claquent, 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 claquent. Et des mecs qui prennent des claques, 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 claques. Envoyant ma dernière snap, 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 snap back. Mesdames, je suis marié, pas de snap, snapchat. Physio, ces mecs sont des mythos. J'ai plein de cousins depuis que j'approche le salaire de Eto. Il est trop tôt pour entrer au Hilton. Laisse-moi danser à la Carlton. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, 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 en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la Carlton, danse à la Carlton, danse à la Carlton, danse à la Carlton, yeah. Danse à la Carlton. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Hey Jeffrey, 2 secondes, laisse passer mes gigoteurs. Belle chemise à la Biggie, une coupe qui sort de chez Fab Barbershop. Oui, les gigoteuses aiment les gigoteurs. La classe ne fait pas le boule, mais le boule fait la classe, mesdames. Jeffrey, mets-les tous en ligne. Et on danse à la Carlton. Danse à la Carlton. Danse à la Carlton. Danse à la Carlton. Gigote. Danse à la Carlton. Vas-y. Danse à la Carlton. Jeffrey. Danse à la Carlton. Il arrive toi aussi. Danse à la Carlton. Ashley, viens. Danse à la Carlton.
De retour pour la seconde demi-heure du CSC, il est 23h34 sur Radio Campus 106,6 FM, toujours disponible en DAB+, et écoutable dès demain en podcast sur campuslille.com. C'est l'heure du débat qui va animer les prochaines minutes de cette émission. Pour celle-ci, et après un week-end avec les plus belles affiches de football de la saison, je vais le dire plutôt honnêtement, je trouve que c'était peut-être le meilleur week-end qu'on aura cette année. On a eu droit à des sacrées rencontres, parmi elles, comment ne pas relever les classiques, El Clasico, Barça Real, le classique à la française, béret, pain, baguette, tout ce que vous voulez, Marseille, PSG, et même en Angleterre, en quelque sorte, Manchester United, Liverpool, qui reste quand même le classique, le choc outre-Manche. Voici donc la question que j'ai posée en amont à l'équipe, celui que j'ai appelé le premier historique, ou parfois même intitulé le plus grand de tous les temps. Pendant plusieurs décennies, ce match Barça-Real est-il encore le meilleur de tous les classiques du Big Five ? Avant de vous entendre chacune, j'ai envie de faire un petit rapide tour de table et vous demander à vous quel est votre classique des 5 grands championnats, votre classique à vous préféré. François ? Moi, je pense que c'est vrai que je suis assez fan du championnat anglais, donc forcément Liverpool-Man U, c'est quand même les Red Devils contre les Reds, c'est quelque chose quand même qui pour moi représente beaucoup, mais c'est vrai que c'est pareil, c'est un classique qui a perdu aussi de sa splendeur à certains moments, qu'on a regagné, ça peut varier, donc c'est vrai que en tout cas, la semaine dernière, il n'y a pas eu de match, quoi. Mais... Ouais, évidemment. Agathe ? Oui, maman, vous savez très bien. J'adore voir le Paris Saint-Germain mettre des buts à Marseille. Bon, là, c'était pas le cas ce week-end, mais on va se rattraper la prochaine fois. Sinon, moi, je suis pas très fan du Classico espagnol. Parce que je trouve qu'à chaque fois, on en fait toute une montagne et au final, j'ai l'impression que les équipes ne jouent pas vraiment. Enfin, je sais pas, que j'ai regardé dimanche et j'ai trouvé ça pas ouf. Non, l'exemple de ce dimanche, c'est... Ouais, non, mais même, je sais pas, non. En France, c'est Team France. Ouais, Team France, Team PL, Team Première Ligue. Ok. Maël, Team quoi ? Moi, je vais dire, je pense, Team Première Ligue, pour le coup. Ok. Voilà. J'ai plein d'arguments, mais on va peut-être les citer après dans le débat. De toute façon, on va redébattre là-dessus. Léa ? Parfait. Un team classico français aussi, pour moi. Tout simplement parce que... Marseille-Paris, quoi, ça fait toujours... Voilà, c'est ça. Peut-être le plus facile à suivre, peut-être pour nous. Enfin, ça dépendait peut-être de chacun des situations, mais à suivre et même à entendre parler, peut-être plus facile aussi, français. Hugo ? Moi, évidemment, c'est le... Ne dis pas Lyon-Paris, ça ne marche pas. Non, je vais dire Lyon-Saint-Etienne. Je vais dire Lyon-Saint-Etienne. Sérieusement... c'est compliqué parce que je dirais s'il faut répondre d'une manière un petit peu claire, je dirais espagnol. Ok. Et Pablo ? Moi évidemment je dirais du coup l'OM PSG, et sinon vu que j'ai des origines espagnoles, plutôt le Classico. Ouais, on tourne beaucoup autour des mêmes 3. Ces dernières années, j'avoue que j'étais à fond sur le Klassiker, Der Klassiker. Dortmund Bayern, je trouve qu'ils ont vraiment... Depuis la finale Ligue des Champions 2013, je trouve que c'est un de ceux qui est remonté au même rang que les autres. Mais comme François l'a dit, en PL, ça a un peu baissé, il y a eu des moments de mou. En France, la surdomination, voilà. Mais moi, un petit faible pour Der Klassiker quand même. Ouais, il est bien, mais que depuis récemment finalement. Oui. Mais du coup, mon mood depuis 5 ans, c'est plutôt Der Klassiker. C'est vrai qu'il y a eu souvent des matchs spectaculaires quand même entre les deux équipes. Donc, Après, si on sort je veux pas sortir du sujet, mais franchement, le match River Plate... Boca Junior. Pour moi, c'est surtout sur le Big Five. Mais c'est le match de l'année, toute compétition confondue en football. Quand tu vois l'ambiance des supporters, quand tu vois l'intensité que met chaque joueur dans le match, ils prennent plus 10 en note FIFA quoi, à chaque match. Non, mais clairement, il faut être sérieux. Ils se subliment à chaque fois. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un match extraordinaire. Après, dans l'historicité en Europe... à part le Classico espagnol, qui s'est maintenu, on va dire, très régulièrement sur plusieurs décennies, il y en a pas. Comme tu disais, l'anglais entre Liverpool et Manchester United, ça a oscillé. Le Classico français, il a été monté de toutes pièces pour faire un petit peu comme ce qui se faisait dans les autres pays. Il a été un peu monté. Tant mieux, parce que du coup, ça fait du spectacle dans le championnat et c'est pas une mauvaise chose. Mais le vrai Classico... c'est le Classico quoi. Il y a un aspect historique aussi, c'est quand même c'est de la Catalogne face finalement à la capitale espagnole qui est Madrid. Donc il y a même une dimension politique aujourd'hui.
Donc finalement, je pense que c'est ça aussi qui donne cette dimension, cette grande dimension à ce classico espagnol. Donc forcément, ça participe aussi au mythe, quoi. Et il y a un championnat dont personne n'a évoqué, et je pense que c'est aussi le plus compliqué à déceler un vrai classico, c'est en Italie, en Serie A. On va dire que Inter, AC Milan, on est sur un vrai derby historique, le duel de San Siro, enfin, on connaît un peu le passé. Mais ce qu'on considère souvent comme le classique, c'est Juve AC Milan. De plus en plus, quand l'Inter s'est relevé, c'est devenu Juve Inter aussi. C'était le match de ce week-end. Hein. Mais franchement, je n'ai pas du tout relevé ce match. J'avais presque oublié qu'il y avait le match pendant le classique français. Et j'ai relevé que le lendemain à 18h, qu'il y avait eu 1-1. Je ne savais même pas le score. Je ne m'étais même pas informé de ça. On a eu une grande période en Italie, Juve-Naples aussi, où là, c'était parce que c'était les deux principaux concurrents. On va dire le match de l'année que tout le monde attendait en Italie. Et on voyait, rien que sur les victoires du Napoli sur des buts de Koulibaly, que la ville entière était en éruption, en fusion, parce que c'était le match le plus attendu de l'année et parce que ça devenait en fait l'affiche de l'Italie. Et avec le retour en grâce cette année du Napoli, on n'est pas à l'abri que le Napoli fasse partie d'une vraie affiche qui s'éternise. Mais en somme, le championnat italien, c'est le plus compliqué à déceler de vraies confrontations. J'ai l'impression que c'est surtout la Juventus versus le plus fort qui n'est pas la Juventus parce que à un moment M, quoi. Une Juve avec 35-36 titres, j'ai oublié de les compter, mais généralement on regarde qui est deuxième ou celui qui est le plus en forme. Ça va être le classico de la saison, quoi. À moi, c'était la AS Rome, maintenant c'est le Napoli, donc ça tourne. Et le derby de Milan, du coup, qui reste c'est quand le même gros match. Ça va être c'est le seul gros match qu'il y a vraiment depuis très longtemps en Italie, mais c'est un derby. Mais c'est vrai que les deux même ont connu des périodes plus molles, on va dire, et où clairement l'enjeu sportif n'était pas du tout le même qu'à une grande époque. Là, avec le retour du Milan AC, il y a peut-être moyen que du coup ça s'affirme en fait complètement comme l'affiche historique et qui restera comme telle comme pour toujours. Ouais, on a beaucoup donc relevé El Clasico comme étant le meilleur. Le Clasico qui était le premier ce week-end sans Messi ou sans Ronaldo depuis l'arrivée de Messi en Liga, enfin depuis qu'il a été introduit dans l'équipe première. Est-ce que, une petite question dans la question du débat, est-ce que pour vous, ce qui fait un bon Clasico, c'est pas aussi c'est non seulement un duel d'équipe, un duel d'identité, mais aussi des fois un duel d'hommes? Bah si, clairement. C'est ce qu'on a vu ce week-end en fait. Hein. Tu regardes ton premier Classico sans Messi, sans Ronaldo, ça te fait bizarre. Hein. Tu es là, t'attends un but de Gérard Piqué, honnêtement. C'est un peu blasant. Puis c'est dommage, ça donne pas envie de regarder. En fait, limite, tu regardes même pas pour l'affiche, mais tu te dis qu'est-ce qu'ils vont faire les petits jeunes dans un match comme ça, tu vois. Alors, en fait, on attendait presque qui allait assurer la relève. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est ça. Du coup, t'es moins concentré sur qui va gagner le match. Tu te focalises plus sur des questions qui sont plus dans la longueur, en fait, pas sur le match en lui-même, mais tu vois, genre par exemple, tu dis Gavi, qu'est-ce qu'il va faire ce match-là, qu'est-ce qu'il va faire le match d'après. Tu vois, ou alors même Benzema, est-ce qu'il va encore marquer, est-ce qu'il va aller tout droit vers son ballon d'or et tout ça. En fait, les questions, elles tournent plus autour du match en lui-même, mais autour des joueurs. Et voilà, donc moi, j'ai pas aimé. Mais d'un autre côté, en France et dans les autres pays, il n'y a pas vraiment ce duel d'individualité qu'il y avait dans El Clasico. C'est peut-être pour ça que c'est le plus grand, finalement. C'est parce que El Clasico, c'est le seul où il y avait un vrai duel d'individualité. Il y avait les deux meilleurs joueurs du monde qui se retrouvaient sur la même pelouse en même temps pendant 90 minutes. Il y avait un duel, en fait, il y avait peut-être un duel à tous les étages, quoi. Politique, identité, historique, tout. Il y a tout. Mais du coup, comme ils sont plus là maintenant, ça perd toute sa saveur. Voilà, ça a été moins médiatisé. C'est un peu la question maintenant que j'ai un peu essayé de glisser. C'est est-ce que soit on espère qu'il y a un après Messi, après Ronaldo et que El Clasico devienne le grand classique, ou est-ce que finalement on va pas naviguer en eau trouble pour une période, et puis après ça reste quand même le Real et le Barça, ils vont peut-être connaître une période un peu de mou. C'est vrai que quand tu ressors d'une période Messi-Ronaldo, c'est tu ressors quand même. Enfin, il y a des mecs qui ont fait l'histoire de ton club pendant 10 ans, donc ceux qui ont vendu le plus de maillots, ceux qui ont fait qui ont gagné les ballons d'or pendant 15 ans, ils ont complètement écrasé la planète football à eux deux. Sur cette période, ils sortent du championnat. Alors déjà, ça fait un petit peu moins vendre la compétition, ça c'est sûr. Et puis au-delà de ça,
comme je disais, le Real et le Barça, ça reste le Real et le Barça, ça reste les 2 plus grands clubs du monde historiquement, enfin en tout cas en Europe. Et je pense que le Classico renaîtra un petit peu de ses cendres, parce que là clairement il devient presque inintéressant, en tout cas cette saison. Voilà, il est au point mort. Comme dit Agathe, c'est juste on essaie de voir ce que vont faire les jeunes, lequel va essayer de se démarquer. Peut-être qu'il y en a un qui va se faire un petit nom parce qu'il va marquer un but stratosphérique dans un match stratosphérique. Et puis voilà. Puis il y a quand même un vrai écart aujourd'hui entre le Real et le Barça. C'est vrai que il y a 5-6 ans, c'était quand même très serré. Il y avait le Barça qui était quand même en pleine bourre. Enfin, il y a eu une Ligue des Champions. Bon, le Real, on n'en parle pas. Ça nous a pas empêché d'avoir des scores quand même. Oui, assez sacrément lourds. Il y a eu des gros scores, mais c'est vrai que c'était quand même, il y avait quand même une certaine incertitude avant chaque match, qui va l'emporter, etc. Qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Real paraît quand même bien au-dessus, en tout cas cette saison, et parce que c'est vrai que le Barça, c'est quand même assez faible par rapport, en tout cas, à l'époque Messi et même à l'époque avant, donc ça enlève de l'intérêt forcément au match, quoi. Et puis, comme on dit à tous les étages, mais cette année, le Barça, comme ils sont en deçà et que sportivement et puis au classement, ils sont pas là. D'habitude, le Classico, c'est aussi le moment de se dire qui à la mi-saison va être devant l'autre, parce que leur confrontation directe, ça fait de l'un le champion et l'autre son dauphin. Lequel est le favori. C'était presque une évidence. Ouais. Là, on va attendre. Ah ouais. Non, mais ça a perdu de sa saveur. On a des bases quand même, on a des jeunes qui arrivent pour peut-être permettre au Classico de renaître de cendres avec un Fati, des Pedri, Gavi, Vinicius Junior, qui est en pleine bourre, Rodrigo pareil. Ouais. Il a haussé son niveau, ils ont haussé leur niveau. Il a fallu un temps d'adaptation, mais ouais. Tout à fait. Bon super. Mettons fin à ce segment. Merci avec Pablo qui vient de conclure. Je propose maintenant, vous qui nous écoutez et vous autour de moi, de prendre une dernière pause. Et on était parti sur Soprano, le côté OM phocéen juste avant. Je vous lance un son du Titi parisien DJ Snake qui était aux côtés de Selena Gomez, Ozuna et Cardi B sur le son Taki Taki. Et nous on se retrouve juste après pour la fin du CSC. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui. Tienes un besito o un aquí, Buria explota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Anunnaki. No le baje, el booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Touch it and tease it and squeeze it. When my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Punani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a Ouija board, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. Why the love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. When you come through my way, my body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out
si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. De retour sur Radio Campus, c'est le CSC, le Campus Sport Club. En ma compagnie toujours au studio, malgré l'heure tardive, les 6 fantastiques, Maël, Léa, Hugo, Pablo, François et Agathe. Toujours là pour débuter ce qui vont être les dernières minutes de cette émission. Avec tout d'abord les immanquables présentés par François, suivi ensuite par le petit jeu de la fin. Jingle. Les affiches du week-end, les événements sportifs à ne pas manquer dans les prochains jours, c'est dès maintenant dans les immanquables du Campus Sport Club. Et François, au programme des immanquables, un match en retard, un tournoi autrichien et des rencontres à venir autour du ballon ovale. Tout à fait. Alors, c'est vrai que si vous êtes un petit peu déprimé par les jours qui diminuent, l'arrivée de l'automne, le mauvais temps, eh bien, on a de quoi vous occuper. Effectivement, c'est une semaine très importante, très chargée au niveau du programme sportif, avec tout d'abord, dès demain, une affiche en retard de la 3e journée de Ligue 1, un match qu'on attendait effectivement depuis très longtemps, et pas forcément pour des raisons très positives. C'est le match Nice-Marseille, match qui avait été, rappelez-vous, arrêté lorsque des supporters niçois s'en étaient pris à des joueurs marseillais. Eh bien, ce match sera rejoué dès demain, donc au stade de l'Aube à Troyes. Un match donc qui oppose malgré tout le 3e et le 4e de Ligue 1, donc une belle affiche à huis clos, somme toute, mais bon. Ça devrait quand même être assez intéressant. Marseille qui va essayer de se relancer après son match nul quand même obtenu face au PSG, et puis Nice qui va essayer de continuer sur sa lancée après sa victoire 3-2 face à l'Olympique Lyonnais. On peut également cette semaine suivre du tennis tout le long de la semaine, et même à partir dès demain finalement, avec le tournoi de Vienne et un match très intéressant demain après-midi entre Gaël Monfils et Musetti, l'italien. Italien de 19 ans, 8e de finaliste à Roland-Garros, donc là aussi une très belle affiche dans ce tournoi de Vienne. Et puis également une affiche de basket en NBA, avec là aussi depuis quelques semaines on a vu de très belles affiches. Bon là, pour les nostalgiques finalement des années 2010, je vous propose une affiche entre les Spurs de San Antonio et les Lakers. Voilà, ça va rappeler quelques souvenirs. Bon, c'est quand même des équipes qui sont en difficulté depuis quelques saisons désormais, mais ça peut quand même réserver un beau match a priori. Et puis finalement, on passe directement au week-end, un week-end là aussi bien chargé au niveau du programme et notamment au niveau du foot, avec une affiche Paris Saint-Germain-Lille. Alors évidemment, les supporters du Nord ici attendent ça avec impatience, même si Lille est en grande difficulté. Ce sera à suivre vendredi soir à 21h. Le champion de France donc qui accueille son dauphin, le Paris Saint-Germain. Bon, on l'a dit, des dynamiques totalement différentes pour les deux clubs. Lille en difficulté, 10e. Voilà, quid de l'avenir de Gourvenec, peut-être un ultimatum finalement face au Paris Saint-Germain, on verra bien. Et puis pour les amateurs du foot anglais, là aussi une affiche avec Tottenham Manchester United, deux équipes là aussi en difficulté cette saison. Manchester United qui a perdu 5-0 à domicile face à Liverpool lors de son dernier match, qui a priori jouera ce match avec son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. A priori c'est la tendance pour l'instant. Et puis les Spurs qui ont été battus le week-end dernier par West Ham. Donc finalement ça va être là aussi une affiche des équipes en difficulté, mais ça peut déboucher pourquoi pas sur un match tout à fait intéressant. On passe au top 14 avec Bordeaux-Bègles qui affrontera Clermont qui tentera de se relancer. Ce sera samedi soir 21h05, ce sera un match à suivre sur Canal+. Clermont, on l'a dit, donc 4 défaites en 8 matchs pour l'instant, début là aussi très poussif, alors que Bordeaux-Bègles est deuxième du top 14, donc ça devrait être assez intéressant. Un autre match du top 14, ce sera à suivre dimanche soir, si je ne m'abuse, à 21h05. Le Racing 92 qui affrontera Toulouse, le RC 92 qui tentera de se remettre de sa défaite face à Montpellier le week-end dernier, alors que Toulouse essayera de poursuivre sa belle lancée. 7 victoires en 8 matchs pour les Toulousains, c'est tout simplement fabuleux pour l'instant. Et puis enfin, on va terminer avec un mot de tennis, un retour au tournoi de Vienne. Et finalement, donc voilà, ce dimanche après-midi à 14h, la finale de l'Open de Vienne, avec peut-être une finale avec un Français, Gaël Monfils, on l'a dit, qui jouera face à l'Italien Musetti. Et ça peut être l'occasion aussi de voir plusieurs grands joueurs en finale. Jannik Sinner, Diego Schwartzmann, l'Argentin, très intéressant. Andy Murray sur le retour lui aussi.
Tsitsipas le grec et Alexander Zverev l'allemand. Voilà, bon programme en perspective. Super programme, même pour les jours à venir. Et j'avoue que je suis toujours déçu quand il n'y a pas un peu de Formule 1 quand même, mais ça sera dans 2 semaines, 15 jours. Et puis après, il y a 8 semaines, 6 Grands Prix. Oui, ça va être le feu. Bon voilà, désormais, l'instant que nous redoutons tous depuis que l'émission a débuté il y a 1 heure. J'en tremble. C'est la fin de ce CSC, mais avant, un petit jeu. Tous les micros sont ouverts. Je vais vous faire un mini questionnaire éliminatoire. Redite ou erreur entraîne votre élimination. J'ai décidé de revenir 11 ans en arrière, presque jour pour jour, à un mois près. Nous étions à 29 novembre 2010. Pep Guardiola contre José Mourinho, volume 1. Barça Real au Camp Nou. Victoire des Blaugrana sans appel, la Manita, 5-0. Et à présent, je vais vous demander juste de me retrouver autant que possible les joueurs qui étaient présents dans les 11 titulaires de l'époque. Je m'en souviens très bien, j'étais sur le banc. On va commencer par pas du tout toi, Hugo, comme ça tu seras dernier. Donc on va commencer par Pablo, tiens. Victor Valdés. Alors, Victor Valdés dans les buts, oui. On est d'accord, c'est des deux côtés. Hein. Ouais, des deux côtés, mais que les titulaires. Moi je dirais Iker Casillas. Oh là là, c'est du facile, oui. Lionel Messi. On peut faire tous les postes. Bravo Lionel Messi, Maël. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Léa. C'est le blanc. Le blanc n'était pas là sur la feuille de match. Désolé. Hugo. Iniesta. Tu crois qu'il était titulaire? À moins qu'il soit blessé. Oui, non, il était titulaire. Non, je vous avoue que les deux 11 sont les meilleurs 11 de l'époque. Hein. Vous inquiétez pas. Pablo. On part sur Puyol alors. Oui, Puyol, capitaine. El Capitano. Moi je dirais Jordi Alba. Non. Il y avait un autre joueur à son poste. Il y avait quelqu'un avant. Je vais pas dire je vais pas dire ça. Hein. Xavi, oui, avec Iniesta, évidemment. Je vais tenter Benzema. Benzema était en pointe, titulaire. Ouais, tout à fait. Sur le banc, on avait Higuaín, par contre. Non, mais j'ai hésité. Hugo. Abidal Qui était à la place de Jordi Alba, parce qu'avant tout, c'était notre français Abidal. Pablo. Dani Alves, côté droit, vous en avez presque toute la charnière barcelonaise. Agathe. Alors, attends, faut que je réfléchisse. Hein. Oh, il y a des noms pas compliqués. Hein. Pas du tout. Je vais dire des bêtises. Oh non, Real Madrid de 2010, ça va. Les années 2010. Je te jure, là, je vais dire un truc, mais je pense que vous Vas-y, lâche. Xabi Alonso. Xabi Alonso, titulaire, ouais. Ah, mais déjà c'est Xavi. Non, j'ai dit Xavi. Ah oui, Xavi Alonso. Écoutez un petit peu. Marcelo à gauche, oui. Hugo. Pepe en centrale, oui. Cristiano Ronaldo. Déjà dit. Ah, c'est terrible, Pablo. Il nous reste Agathe, Maël et Hugo. Agathe. Alors. Les autres, ils regardent à chaque fois, François réfléchit, je crois. Là, il nous manque un milieu au Barça, non? Oui. Il nous manque un milieu et les deux attaquants qui sont aux côtés de Messi. Ah, les deux attaquants aux côtés de Messi. Ronaldinho? Non. Non. Ronaldinho, il était même déjà parti à l'AC Milan à cette époque-là. Ouais, putain. Agathe éliminé. Maël. Sergio Ramos, on l'a pas dit. Bah oui, Sergio Ramos, on l'a pas dit. C'est pour ça, Agathe, je t'ai un peu fait clin d'œil. Je crois que Sergio Ramos, Hugo. Si tu te trompes, c'est victoire de Maël. Il reste un défenseur barcelonais, un milieu de terrain barcelonais, 2 attaquants barcelonais, 2 joueurs offensifs madrilènes, un milieu de terrain et un défenseur. Ça devient dur pour moi. En attaque, Eto'o. Et non. C'est trop Et non, tard. parce qu'en 2010, Eto'o, il gagne avec l'Inter, Ligue des Champions, avec Mourinho. Et ouais, c'était l'échange l'année d'avant, Eto'o Ibrahimovic, Pep Guardiola qui voulait plus d'Eto'o. Finalement, il se retrouve avec Ibrahimovic, puis en fait, c'est pas mieux. Pas mieux, ouais. Est-ce que Titi Henry était titulaire? Non, Titi Henry n'était aussi pas là. Pedro sur l'aile. Il était parti, je pense, cet été-là au New York. Ah oui, déjà en 2010. Ouais. Non, les 11, je vais vous les reciter rapidement. Valdés, donc gardien. Dani Alves, Puyol, Piqué, Abidal. Au milieu de terrain, Busquets, vous m'avez pas cité, Iniesta, Xavi. Le vieux briscard. Oh là là, ça en attaque, c'est incroyable. Messi, Pedro et David Villa. Qu'est-ce que j'aimais ce joueur. David Villa qui a fait la Coupe du Monde, génial. Et puis côté Real, Casillas, Ramos, Marcelo sur les côtés, Pepe et Ricardo Carvalho. Ça ça. Au milieu de terrain, Khedira et Xabi Alonso. Et en attaque, Cristiano Benzema avec Özil et Di Maria.
Ah oui, Ozil. Ah ouais. Bah ouais. Özil, ouais. Ils étaient déjà tous titulaires. Ah, et il c'est faut se dire qu'il y a incroyable. 11 ans, ils avaient quoi, la vingtaine. Et c'était Ah déjà ouais. les titulaires de Mourinho. Voilà. Ça va. Hein. Bah, c'est la première année de Di Maria après son transfert à Benfica. De Ouais, Benfica, je crois. Et sur le banc, d'un côté comme de l'autre, il y a du Maxwell, du Mascherano, du Seydou Keita et même du Boran, pour ceux qui se souviennent de lui. Côté Real, c'était Raúl Albiol, Arbeloa, Mahamadou Diarra, Lassana Diarra et Gonzalo Higuaín, entre autres. Voilà, super. Bah, merci à tous merci, d'avoir. merci à toi, merci. Tu adores ça. Merci à vous et merci aux éditeurs, auditrices qui sont encore avec nous, de nous avoir suivis jusqu'au bout de la nuit. On se donne rendez-vous dans une semaine, mardi 23h. C'est comme d'habitude sur Radio Campus. Ça ne bouge pas. Émission que je rappelle un peu spéciale car elle sera centrée sur la Coupe de France avec un format différent de celui-ci. D'ici là, sportez-vous bien et à très vite tout le monde. Je vous dis bye bye.